Val-de-Loire en direct se poursuit, l'heure de votre JT présenté ce soir par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. La grisaille est attendue tout au long de la journée dans nos deux départements et la pluie aussi. La minimale sera de 10 degrés et la maximale de 17 degrés. À la une de notre JT ce soir, le salon Ferme Expo ouvre ses portes aujourd'hui à Tours. Près de 40 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche au Parc Expo de Tours. Et si la gastronomie sera mise à l'honneur, les véritables stars seront comme d'habitude les animaux. Mais en pleine épidémie de dermatose nodulaire contagieuse des bovins et de grippe aviaire, il a fallu prendre des précautions. Nous prendrons ensuite la direction du Loir-et-Cher à Aglopolis. Sur place, le tri des déchets pose question. En effet, les erreurs des habitants du Blésois coûtent chaque année 600 000 € à la collectivité. Et puis, nous prendrons la direction du château de Cheverny. Les bulbes de ces fameuses tulipes viennent tout juste d'être plantées. Au printemps prochain, ce seront donc plusieurs centaines de milliers de fleurs qui orneront ces jardins. Notre première invitée de ce journal ce soir, Emmanuelle Pavillon. Directrice départementale de la Nouvelle République d'Indre-et-Loire, elle nous présentera le ciné-débat organisé par le journal pour mettre à l'honneur les villages tourangeaux. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir, l'emploi des jeunes en France. Quelles sont les grandes tendances? On s'interrogera sur cette question avec Gilles Roger, conseiller en recrutement, qui sera avec nous à la fin de ce journal. Mais d'abord, c'est le grand événement agricole de l'année dans la région qui a débuté aujourd'hui. Et oui, le salon Ferme Expo a ouvert ses portes au Parc Expo de Tours. Pendant 3 jours, près de 40 000 visiteurs pourront aller à la rencontre de producteurs, découvrir des engins agricoles ou même assister à des concours. Cette année, le public explorera le pôle gastronomie et vin et un grand pôle agriculture et territoire. Mais les véritables stars du salon, vous le savez, ce sont les 1000 animaux présents et une présence qui n'est pas sans contrainte cette année. En pleine épidémie de dermatose nodulaire contagieuse des bovins et de grippe aviaire, il a fallu prendre des précautions. Léa Turquier. Le programme a été quelque peu chamboulé. En temps normal, à Ferme Expo, on s'attend à voir des vaches, beaucoup de vaches. Cette année, seules 9 sont présentes. Elles arrivent toutes de l'agro-campus de Tours-Fondette. On n'était pas forcément préparé à cette restriction d'animaux, de présence de bovins sur le salon. Donc on a dû s'adapter en dernière minute, tout comme l'organisation du salon d'ailleurs. Normalement, on n'emmène que 5 vaches, on n'en prépare que 5. J'en dresse que 5 pour participer au concours Pré-Molstein avec mes élèves. L'idée, éviter les risques de propagation de la dermatose nodulaire, une maladie qui touche les bovins, transmise principalement par des insectes piqueurs. Si la région Centre-Val de Loire est épargnée pour le moment, Ferme Expo applique tout de même le principe de précaution. Donc le fait qu'il n'y ait qu'un élevage, il n'y a pas de mélange, donc il n'y aura pas de contamination de quoi que ce soit. Et on a aussi mis l'accent plus sur les moutons et les chèvres, qui sont des élevages qu'on a aussi en Touraine. Une autre maladie plane sur le monde agricole depuis ces dernières semaines, mais du côté des volailles, la grippe aviaire se propage. Un foyer a été déclaré en Loir-et-Cher en début de semaine. À Ferme Expo, les oiseaux présentés ne proviennent pas d'élevage en plein air, donc a priori pas de risque particulier. On a la chance de ne pas avoir eu de foyer chez nous, et donc tout ce qui était prévu ici en exposition a pu avoir lieu. Beaucoup d'animaux ici sont élevés à l'abri, dans des volières, et donc ils respectaient les règles pour pouvoir être présents ici aujourd'hui. Ferme Expo, c'est avant tout plus de 1000 animaux présents, plus de 200 exposants, 3 hectares en intérieur et 5 en extérieur. Et pour la première fois depuis 2015, le grand hall du parc des expositions est lui aussi investi. L'événement continue tout le week-end jusqu'à dimanche 18h. Allez, place à notre question web du jour à présent. Pensez-vous trier correctement vos déchets? Et la réponse est oui, majoritairement, une courte majorité, mais une majorité quand même, 59%. Et pourtant, chaque année, les erreurs de tri coûtent 600 000 € à Aglopolis. Parmi les erreurs les plus fréquentes, l'utilisation de sacs poubelles, l'imbrication de déchets, l'ajout de verre ou encore de textiles. L'agglomération de Blois et la métropole de Tours sont même les plus mauvaises élèves de la région Centre-Val de Loire. Pour se remémorer les bonnes pratiques, Hélène Chaplet a suivi un équipage d'éboueurs dans leur tournée. Les sacs opaques dans la poubelle jaune, c'est non. Les déchets recyclables doivent être mis en vrac. Une erreur qui représente 30% des refus de tri au sein de l'agglomération blésoise. Même chose pour les vêtements, les bouteilles en verre, les biodéchets ou le polystyrène. Ils n'ont rien à faire dans la poubelle jaune. Là, c'est le polystyrène, donc c'est pas recyclé. Là, on le prend pas, on le met sur le conteneur. Et après, ils peuvent le mettre en ordure ménagère. Oui, on met une étiquette pour leur expliquer que c'est en refus. Depuis le 12 novembre, en cas d'erreur de tri constatée par les éboueurs blésois, les poubelles jaunes concernées ne sont plus vidées. Un rappel des règles de tri est laissé par le biais d'étiquettes.
Aux particuliers ensuite de bien les appliquer, car il y a encore trop de laisser-aller. Donc typiquement dans ce bac, on retrouve pas mal d'erreurs de tri. Donc on a un sac opaque, donc les sacs auxquels Agropolis fait la chasse depuis hier sur cette opération coup de poing. Et puis on retrouve également du verre, puisqu'il y a une bouteille de vin, et puis surtout des déchets ménagers résiduels, des restes de repas, du gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est un bac qui est très très pollué sur Agropolis. Malgré la vigilance des agents sur le terrain, des déchets indésirables sont régulièrement acheminés jusqu'au centre de tri de Parcé-Melay. Des erreurs qui ont un coût pour la collectivité et à terme pour les particuliers, car l'argent dépensé pour réacheminer ces erreurs pourrait être utilisé autrement. Quand les poubelles arrivent au centre de tri à Parcé-Melay, eh bien, toutes passent sur un tapis avec des lecteurs optiques. Et quand c'est pas la poubelle jaune, c'est refusé. Et au final, le coût total, refus de tri, retour à l'enfouissement ou plutôt retour à l'incinération, le coût total, c'est 600 000 €. Donc il faut être très vigilant. 7200 tonnes d'emballage ont été collectées en 2024 par Agropolis, un chiffre en nette augmentation car 2 ans plus tôt, on avoisinait à peine les 3000 tonnes. Des progrès ont donc été faits. Il reste à améliorer la qualité du tri. Place à présent à la première invitée de notre journal ce soir, Emmanuelle Pavillon. Directrice départementale de la Nouvelle République pour l'Indre-et-Loire, elle nous présente ce soir la fin de cette année consacrée à nos villages tourangeaux. Bonsoir Emmanuelle Pavillon. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur notre plateau. L'ANR Merci. s'est donc engagée cette année pour la ruralité en Indre-et-Loire. Et afin de clore ce chapitre, vous organisez une soirée ciné-débat. Ça se passera ce mercredi 19 novembre. On sera au Cinéma Studio dans un chouette cadre. Quel est le programme, Emmanuelle ? Alors déjà, cette soirée, c'est l'aboutissement d'un travail un petit peu collectif. Toute l'année, on a été à la rencontre, on est parti à la rencontre des belles initiatives dans les villages tourangeaux. On n'est pas arrivé les mains vides, on a amené du café, des chouquettes. On y allait tous les samedis matins, enfin tous les samedis matins non, mais un samedi matin par mois pendant presque une année. Et l'idée, c'était de rencontrer les gens, c'était de voir les initiatives qui pouvaient émerger des villages, qui venaient faire mentir un petit peu tous les clichés qu'on peut avoir sur la ruralité. Le côté on est tout seul à la campagne, il n'y a pas de service collectif, il n'y a pas de culture, il ne se passe rien. Voilà. On voulait voir si c'était vrai, on voulait voir surtout s'il y avait des contre-exemples et qui portait ces contre-exemples. Et puis la soirée dont vous parlez, c'est la soirée de clôture de cette opération. On est allé voir les villages, cette fois on les invite à la ville et on invite les urbains aussi au studio mercredi prochain pour toute une soirée débat. Oui, on a des films qui seront diffusés, c'est ça, avant les discussions. Voilà, il va y avoir un film, c'est Les Petites Victoires, un film qui dit peut-être quelque chose à vos auditeurs, puisque c'est avec Michel Blanc, c'était l'un de ses derniers films avec Julia Piaton. C'est une comédie douce, tendre, assez sympa, sur un village comme ça qui essaie de sauver son école. C'était pile dans le thème de notre opération de l'année. Et pour le coup, là-dessus, on aura un débat avec des gens qui vont venir nous parler de leur projet, qui vont nous parler de leur village, quelqu'un qui est viticulteur chez lui depuis 6 générations et qui fait vivre sa commune de manière assez incroyable, quelqu'un d'autre qui a créé un lieu d'activité dans une autre commune pas très loin d'Amboise, enfin voilà, plein de choses comme ça, et la salle, j'espère, parlera avec nous, et puis on finira par un petit verre tous ensemble et bien les sûr. Cakes délicieux de la cafétéria des studios. Donc, je sens que ça va réserver là. Ça faut venir, ouais, voilà. Alors oui, voilà, parce que c'est l'idée de ce petit mot. On est là pour inviter les gens, on est là pour dire à vos pas forcément sur l'issue de la ruralité d'ailleurs. Non. Qui a envie de parler, de voir s'il existe une fracture ville-campagne ou pas, et comment, si elle existe, on peut la résorber justement parce qu'on crée ensemble de la sociabilité, des choses un peu sympas et des actions un peu cohérentes, un peu collectives. Alors, est-ce que vous avez des exemples d'angles que vous avez sélectionnés pour la couverture de cette année consacrée à la ruralité dans notre belle Touraine ? Alors, on est allé sur tout ce qu'on avait identifié comme problématique, le manque de médecins, avec parfois des gens qui vont... on a vu des médecins retraités travailler dans certaines communes qui se disaient, voilà, on va faire la jonction. Le manque de transport, avec des gens qui bénévolement vont en aider d'autres à rejoindre ce qu'ils ont besoin de rejoindre, les courses, ou là encore les médecins, etc. Le manque de sociabilité, avec ces lieux collectifs, des cafés parfois communs, des gens qui se relaient, qui font des permanences pour tenir le café du village. Et pour le coup, on se rend compte
compte qu'on peut être assez loin, en fait, quand les gens y vivent, de cette ruralité triste, grise, où il ne fait pas bon vivre. En fait, si, il fait bon vivre dans ces villages. C'est un état d'esprit. Il peut faire bon vivre dans les villages de Touraine. C'est une conclusion qu'on peut en tirer, que vous en avez tiré. On est bien chez nous ? En tout cas, il y a plein de gens qui travaillent. On est bien chez nous. Je pense que ça dépend de chacun. Il faut demander aux gens qui regardent votre JT. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui bossent ensemble pour qu'on soit mieux et de mieux en mieux. Et franchement, chapeau bas à ces gens-là. Et c'est un peu ce qu'on a envie de leur dire et de faire pour eux mercredi soir au studio. Donc, que les gens viennent nombreux. Pour s'inscrire, il suffit de... Là, c'est affiché au bas de l'écran, voilà, sur le site de la Nouvelle République. Vous avez toutes les informations. Je le redis, 19 novembre, mercredi prochain, c'est 18h30. À partir de 18h30, on est au Cinéma Studio. Voilà. Le cadre est super sympa. Voilà, soirée ciné-débat sur ces villages d'Indre-et-Loire qui se bougent et c'est ouvert à tous, que vous veniez de ces villages ou pas. Voilà, puis les gens peuvent aussi envoyer un mail. Je dis ça parce que tout le monde n'est pas super habile avec les QR codes, etc. Donc vous pouvez envoyer des mails. Cinéma Studio directement réservé aussi. Aussi. Voilà. Aussi. Tout est possible. Une belle soirée en perspective. Merci Emmanuel Pavillon d'être venu nous voir. Merci d'être venu. On va prendre la direction du château de Cheverny, Lucas, à présent. Et oui, château où 1,5 million de bulbes vient d'être planté. Au printemps prochain, ils constitueront le fameux bandeau de tulipes multicolores. Il est visible depuis 10 ans dans les jardins. Léa Turquier a suivi les jardiniers qui ont mis en terre ces fameux bulbes. C'est un travail de titan. Planter un par un 500 000 bulbes de tulipes, cela demande du courage par tous les temps et une certaine technique. Donc en fait, on a des plantoirs, on enfonce le fer entier et on plante le bulbe la tête en haut. On trace des lignes à la bombe pour délimiter les différentes couleurs des tulipes. Toute l'année au château de Cheverny, 10 jardiniers s'occupent des espaces extérieurs. Mais pendant une semaine, l'équipe s'agrandit et 40 personnes travaillent à la plantation de ce demi-million de tulipes, et ce, à la main. On voulait mécaniser, on devrait doubler, voire tripler la surface. Parce qu'avec une machine, on aurait des passages de roues qui feraient qu'à chaque sillon de couleur, on perdrait de part et d'autre 60 cm à chaque fois. Donc nous, on a décidé de compacter de manière à ce qu'on ait un arc-en-ciel de couleurs. L'objectif est de constituer ce double ruban coloré et c'est même devenu la signature du château de Cheverny. Au moment de la floraison, les visiteurs se massent pour découvrir ce parterre de 250 mètres de long sur 12 mètres de large. Un spectacle qui a lieu chaque année depuis 10 ans maintenant. Je suis tombée sur une carte postale des Dupont et Dupont, toujours relatif à Tintin et à notre exposition permanente, qui avaient chacun un bouquet de fleurs, un bouquet de tulipes dans les bras. Et voilà, ça m'a donné l'idée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour voir un demi-million de tulipes, il n'y a qu'à Cheverny en France, sinon il faut aller en Hollande. Et maintenant, plus qu'à attendre le mois d'avril prochain pour voir le résultat. Allez, on va parler de Keolis à présent, Lucas. Oui, le syndicat des mobilités de Touraine a renouvelé sa confiance au groupe Keolis, reconduit pour 6 ans à la tête du réseau de transport urbain. Une nouvelle délégation de service public marquée par une série d'engagements. Davantage de fréquences au cœur de la métropole avec un passage du tram toutes les 5 minutes 30 au lieu des 6 minutes actuelles. Une extension des horaires des bus en périphérie. Et dès janvier, l'arrivée de nouveaux véhicules pour réduire les temps d'attente. À cela s'ajoutera d'ici 2027 la possibilité de payer son trajet par simple carte bancaire directement depuis les valideurs. Des investissements indispensables alors que Keolis anticipe une hausse de 20% de la fréquentation d'ici 2030. Écoutez. Aujourd'hui, on a à peu près 90% de la population du territoire du SMT qui est à moins de 500 mètres d'un arrêt fil bleu. Demain, ce sera 95%. Dans les objectifs de cette nouvelle DSP, il y a aussi les sujets environnementaux, bien sûr, avec 60% de la flotte de bus qui passera au gaz naturel, qui émet moins de gaz à effet de serre. Et puis les premiers bus électriques aussi qui viendront compléter le parc des bus. Il est temps à présent de vous mettre l'eau à la bouche alors que le repas va démarrer chez certains de nos téléspectateurs, Lucas. Et oui, Aurélien, le chef blésois doublement étoilé et le chef pâtissier de Christophe, et bien sûr le chef doublement étoilé et le chef pâtissier Jean-Louis Chiericato ont révélé ce qui pourrait être le dessert le plus raffiné de ces fêtes de fin d'année. La bûche de Noël 2025 tournera donc autour de l'amande, de la poire et de la tagette, une espèce d'herbe. Je sens que ça vous fait de l'œil. C'est un dessert local, subtil, audacieux que les intéressés pourront précommander dès demain auprès de Fleur de Loire à Blois. Regardez ce reportage, il est signé Arnaud Potier.
Ce matin, ça s'active en cuisine pour la confection de la bûche signature 2025. La recette s'appuie sur un biscuit madeleine au sucre muscovado. Une fois l'appareil préparé, il est étalé sur une plaque, puis lissé. Et là, on va l'enfourner pour 170 degrés pendant 12 minutes. Vient ensuite la marmelade de poire pochée à la feuille de tagette. Une petite fleur dont les feuilles libèrent des arômes de fruits de la passion. Un crémeux caramel et un croustillant à l'amande complètent cette création aux multiples textures. La mousse vanille et muscovado vient envelopper l'ensemble pour lui donner sa forme finale, une forme inspirée par les ingrédients mêmes qui composent la bûche. On voulait garder ce côté généreux à partager. Là, on s'est inspiré de nos ingrédients principaux qu'on met dedans. Donc on a mis de la poire, on a mis de la tagette et de l'amande. Et pour le coup, le moule a vraiment été travaillé de façon à ce qu'il soit avec des courbes arrondies, généreuses, élégantes. Et quand on regarde la bûche vraiment de hauteur, ça rappelle le grain de l'amande également et la tagette, avec des volutes dedans pour rajouter du volume et que ça attire l'œil tout de suite du client. Avant d'en arriver là, il aura fallu près de 6 mois de travail, d'essais et de dégustation pour trouver le bon équilibre des saveurs. Pour cette nouvelle édition, le chef Christophe Hay voulait une bûche légère, pensée pour clore en douceur des repas souvent trop copieux. On a toujours beaucoup trop à manger, que ce soit à Noël ou au réveillon du 31 décembre. Et ce qu'on veut justement, c'est aller chercher cette fraîcheur. Le biscuit muscovado, c'est pareil, il va s'imbiber justement de tous ces notes de fruits, les notes de tagette qui vont venir aussi l'infuser. Et puis on va vraiment avoir une mousse tout en légèreté tout autour. Il ne reste plus qu'à la placer en vitrine dans le kiosque. La création sera disponible à partir du 8 décembre prochain. Et pour vous offrir cette magnifique bûche, il faudra tout de même débourser près de 70 €. Et merci d'avance, Lucas, pour ce cadeau de Noël. Avec On passe plaisir. à notre rubrique On vous répond, à présent avec notre invité Gilles Roger, conseiller en recrutement au sein de 360 recrutements, pour évoquer cette question. L'emploi des jeunes en France, quelles sont les tendances? Bonsoir Gilles. Bonsoir Aurélien. Bienvenue Bonsoir, sur Lucas. notre plateau. Alors, l'emploi des jeunes en France fait face à un double défi. D'un côté, des opportunités inédites grâce à l'alternance et au secteur en tension, et de l'autre, une fragilité croissante face à la conjoncture et aux transitions. Où en est réellement le marché du travail pour ces jeunes? Quelles sont les grandes tendances à retenir? C'est ce qu'on va évoquer ce soir. Tout à fait. Alors démarrons avec quelques chiffres pour planter le décor. En 2024, le taux d'emploi global en France atteint 68,8%, quand pour les 15-24 ans, il est seulement de 42,3%. Et leur taux de chômage reste nettement au-dessus de la moyenne nationale, 18,8% contre 7,5%. En 2024, 7,7 aujourd'hui, pour l'ensemble de la population. Premier constat, eh bien, même dans une période de taux d'emploi élevé, les jeunes restent une catégorie vulnérable. Alors en France, l'emploi des jeunes reste paradoxal. D'un côté, une jeunesse mieux formée que jamais, dynamique, désireuse de travailler. De l'autre, une société qui peine encore à lui faire une vraie place. Les jeunes trouvent plus facilement des portes d'entrée qu'il y a 10 ou 20 ans, mais trop souvent sur des emplois fragiles ou mal alignés avec leurs compétences. Vous le disiez, une génération certes mieux formée, mais qui est peut-être mal orientée au final? Eh oui, jamais les jeunes n'ont été aussi diplômés. Les besoins des entreprises évoluent vite, numérique, transition énergétique, santé. Pour autant, de nombreux cursus continuent de préparer des métiers saturés ou déconnectés du terrain. Cette inadéquation alimente le sentiment d'un déclassement injuste, étudié longtemps pour finalement occuper un poste qui ne correspond pas à ses qualifications. Il faut absolument renforcer le lien école, formation, entreprise, emploi. Et pourtant, il y a certains leviers qui existent et qui fonctionnent très bien. Et oui, effectivement, là où le système s'ajuste, les résultats sont tout à fait visibles. C'est la grande transformation de ces 5 dernières années. Plus d'1 million d'apprentis au 31 décembre 2024. L'apprentissage aujourd'hui, c'est 8,8% des 16-29 ans. Alors l'apprentissage, l'alternance et les passerelles entre école et entreprise ont profondément changé le paysage. Ces dispositifs créent un lien concret avec l'emploi, donnent de la visibilité aux jeunes et permettent aux entreprises de former leurs futurs salariés. Autre point positif dans les secteurs en tension, là où les besoins sont réels, industrie, soins, restauration, ingénierie, les jeunes qui osent s'y orienter s'insèrent rapidement et durablement. Mais on voit également que la qualité des premières embauches s'améliore. Chez les jeunes peu diplômés sortis depuis 1 à 4 ans, la part CDD intérim est passée de 42% à 28% entre 2017 et 2023.
Alors malgré tout, il y a des fractures qui persistent parce que tout le monde ne bénéficie pas de ces dynamiques qu'on vient d'évoquer. Oui, alors effectivement, entre un jeune diplômé d'une grande école et un jeune sans qualification, l'écart d'opportunités reste abyssal. Les territoires aussi creusent les inégalités. L'accès à la formation, au transport, au logement joue un rôle majeur dans la capacité à trouver un emploi. En somme, l'emploi des jeunes n'est pas qu'une question de volonté individuelle. Il dépend d'un écosystème, école, entreprise, politique publique, qui doit mieux fonctionner. Tant que ces parties resteront éloignées, certains jeunes continueront d'entrer sur le marché du travail par la petite porte. Alors qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui justement pour faciliter cette entrée des jeunes dans la vie active? Mais en fait, l'emploi des jeunes est à un moment charnière. Les solutions existent, les talents aussi, mais le système doit faire mieux pour qu'ils se rencontrent, donner confiance, simplifier les parcours, renforcer le lien entre formation et réalité économique, aligner l'offre de compétences et la demande des entreprises. C'est la clé pour transformer une génération inquiète en génération active. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gilles Roger, d'être venu sur notre plateau ce soir. Avant de se quitter, rappel du principal titre. Le salon Fermexpo a ouvert ses portes aujourd'hui, Lucas. Oui, près de 40 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche au Parc Expo de Tours. Et si la gastronomie sera mise à l'honneur, les véritables stars seront, comme d'habitude, les animaux. Mais en pleine épidémie de dermatose nodulaire contagieuse des bovins et de grippe aviaire, il a fallu prendre des précautions. Dans quelques instants, l'invité de la rédaction, vous allez recevoir une de nos fiertés locales, Jean-François Feuillette. Fondateur des célèbres boulangeries Feuillette, il reviendra sur sa success story à l'occasion de l'ouverture de son, tenez-vous bien, 100e point de vente. Vous me gardez des macarons? J'essaierai. Merci beaucoup Lucas, très bonne soirée à vous et à nos amis téléspectateurs. Bon week-end et rendez-vous lundi 17h50 pour un nouveau numéro, une nouvelle semaine de Val de Loire en direct. À lundi.